Allez, on plonge tout de suite dans un phénomène théâtral absolument fascinant. Le monde du spectacle vivant regorge de succès fulgurants, c'est vrai, mais c'est quand même super rare de tomber sur une œuvre qui divise autant sous la surface que Chers parents, la pièce d'Emmanuel et Armel Patron. En apparence, c'est un triomphe absolu. C'est la comédie qui remplit les salles à craquer et qui fait hurler de rire le public tous les soirs. Mais lorsqu'on gratte un tout petit peu ce vernis de succès colossal, on découvre une fracture critique qui est franchement passionnante à observer. Ce décryptage va se concentrer exactement sur cette faille. On va chercher à comprendre pourquoi une œuvre si massivement populaire a pu déclencher des réactions aussi épidermiques chez une partie des spectateurs. Alors, pour bien poser le décor, il faut d'abord prendre la mesure de ce succès commercial. On ne parle pas d'un petit succès d'estime, on parle d'un véritable raz-de-marée. Les retours du grand public sont ultra enthousiastes. Si on va faire un tour sur les plateformes de réservation, comme celle du Figaro, la pièce affiche une moyenne hallucinante de 4,4 sur 5. La très grande majorité des gens passent un moment exceptionnel. Ils décrivent une comédie grinçante, jubilatoire, avec un rythme parfait. Bref, les salles sont pleines, l'énergie est au rendez-vous, le contrat semble rempli. Mais voilà, c'est là que notre fameux paradoxe entre en scène. Malgré cet engouement général, une minorité de spectateurs, très vocale, a littéralement taillé la pièce en pièces. Face aux notes parfaites, on tombe soudain sur des critiques d'une violence rare, qui décrivent une œuvre, je cite, « ahurissant de bêtises et vide d'intérêt ». Comment est-ce possible ? Comment une même intrigue peut-elle générer des fous rires incontrôlables d'un côté et un rejet aussi viscéral de l'autre ? Eh bien, c'est tout l'enjeu de notre analyse aujourd'hui. Pour y voir plus clair, on va structurer notre réflexion autour de 6 axes, un succès nuancé, une comédie jugée trop prévisible, le fameux piège du surjeu, le manque de finesse, une fin excessive et, pour terminer, l'échec de son adaptation. Première étape, un succès nuancé, avec un focus sur l'intrigue familiale. L'histoire de base, elle est d'une efficacité redoutable. Des parents convoquent leurs 3 enfants en urgence pour leur faire une annonce surprise qui va faire voler en éclats toute la belle harmonie familiale. Un terreau parfait pour le drame et la comédie. Pourtant, quand on synthétise les retours de la fameuse minorité déçue, le constat est sans appel. Le vocabulaire utilisé est presque toujours le même, l'originalité, jugée classique ou convenue, l'humour, qualifié de facile, l'écriture, prévisible. Quant au jeu d'acteur, il est très souvent résumé par un seul mot, décrit. Bien que minoritaires, ces détracteurs font preuve d'une incroyable constance dans leurs reproches. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, une comédie trop prévisible sans véritable surprise. S'il y a bien une expression qui tourne en boucle dans ces avis négatifs, c'est que l'ensemble est cousu de fil blanc. En gros, pour ces spectateurs plus exigeants, l'intrigue manque cruellement d'ambition et de vrais twists. Dès les 5 premières minutes, on sent venir les mécanismes comiques à des kilomètres. Au lieu d'être bousculé, surpris ou déstabilisé par le scénario, le public averti voit chaque chute arriver bien avant qu'elle ne soit prononcée. L'expérience se transforme alors en une simple confirmation d'attente, plutôt qu'en un vrai moment de surprise théâtrale. Et ça nous conduit directement à cette observation très spécifique, piochée dans une critique à 1 sur 10. Le spectateur reproche au texte de s'appuyer beaucoup trop lourdement sur des stéréotypes générationnels et politiques. Et attention, sans prendre parti pour un bord ou l'autre ici, ce qui est intéressant, c'est la perception de ces blagues. Le public frustré estime que l'auteur aligne les clichés sur la gauche comme sur la droite, utilisant ces caricatures non pas pour créer une vraie satire intelligente, mais juste comme des raccourcis ultra faciles pour arracher un rire pavlovien à la salle. Troisième point de notre analyse, le piège du surjeu avec son lot de cris et de hurlements. C'est sans doute là que le contraste est le plus vertigineux, entre l'ambition de la pièce et la réalité de l'exécution sur scène. Sur le papier, l'idée est brillante. On parle de dynamique toxique, d'argent, de jalousie féroce entre frères et sœurs. Une matière psychologique hyper riche. Mais sur les planches, eh bien, pour nos détracteurs, toute cette belle nuance s'évapore pour laisser place à une pure hystérie. La tension dramatique se transforme en concours de décibels, à tel point que certains vont jusqu'à se plaindre d'avoir littéralement les tympans meurtris en sortant de la salle. Cette frustration autour du volume sonore se cristallise souvent sur les performances des comédiens. Ce commentaire illustre bien le ressenti d'une distribution jugée très inégale et cible tout particulièrement le rôle du fils aîné. Pour la minorité critique, ce personnage illustre parfaitement le débordement théâtral. Une performance tellement exagérée qu'elle détruit toute crédibilité, transformant un personnage potentiellement nuancé en une grossière caricature. Et cela met le doigt sur un malentendu assez classique au théâtre. Confondre l'émotion intense avec le volume sonore. C'est un reproche qui revient très souvent pour la jeune génération de la distribution. Au lieu de jouer la tension psychologique et les non-dits, le conflit se résume à une crise de hurlements. Alors oui, ça dynamise artificiellement la scène, c'est sûr.
Mais l'effet secondaire immédiat, c'est que ça brise totalement l'immersion pour une partie du public qui se sent soudain complètement extérieur à l'action. On passe au 4e point, un manque de finesse ressenti par certains qui y voient un simple drame petit bourgeois. L'argent et la destruction de la cellule familiale, historiquement, ce sont les fondations des satires les plus féroces du théâtre. Sauf que là, on reproche à la pièce de rester beaucoup trop frileuse, confinée dans sa petite case de drame bourgeois. La thématique de la cupidité devient presque un prétexte cosmétique pour échanger des punchlines bien senties. Attention, les bons mots sont là, le rythme est indéniablement maîtrisé. Mais pour les plus exigeants, il manque l'essentiel, une vraie âme, une exactitude psychologique et cette petite pointe de férocité inattendue qui marque les esprits. On a choisi la sécurité du rire au lieu du vertige de la satire. Qui nous amène à notre 5e axe, une fin trop excessive et un dénouement jugé vraiment peu crédible. Parce que oui, certains avaient réussi à faire abstraction des facilités d'écriture pendant la première heure. Mais le dénouement, c'est souvent là que la corde finit par casser. La tension narrative, qui tenait déjà sur un fil pour ses spectateurs, s'effondre totalement face à une dramatisation finale qu'ils trouvent complètement disproportionnée et hors sol. Au lieu de conclure sur une résolution fine ou intelligente, le scénario opte pour l'escalade pure. Et voici l'instant précis où tout déraille pour eux, l'apparition du fusil. Un des personnages féminins pète complètement un plomb et menace tout le monde avec une arme. Pour la minorité critique, c'est le coup de grâce. Loin d'être un climax haletant, cette scène est vécue comme le symptôme ultime d'une faibleuse d'écriture. Sortir une arme à feu dans un drame familial comme celui-ci, c'est souvent perçu comme la solution de facilité absolue quand on ne sait plus comment dénouer les conflits qu'on a soi-même créés. 6e et dernier point de notre analyse, le passage à l'écran en 2026, souvent perçu comme l'échec de l'adaptation. Si certains espéraient que le cinéma gomme les aspérités de la pièce, c'est tout l'inverse qui s'est produit. La caméra a agi comme une loupe sur ses défauts structurels. Les retours sur le film sont sans appel. Beaucoup ont eu la sensation de regarder une simple captation théâtrale améliorée. Le langage cinématographique, le montage, leur chant, la dynamique des cadres semblent complètement sous-exploités. Résultat, le format huis clos qui fonctionne si bien pour instaurer de la tension sur une scène devient hyper étouffant et artificiel sur un écran. Ce commentaire résume parfaitement pourquoi la mayonnaise n'a pas pris au cinéma. C'est le choc des deux médiums. Les techniques qui sont absolument nécessaires au théâtre, comme appuyer son texte, forcer ses regards, ou de faire des grands gestes pour être compris jusqu'au dernier rang, eh bien, quand on a un objectif de caméra braqué à 50 cm du visage, c'est un désastre. Ça sonne immédiatement faux, ça devient gênant, et ça met cruellement en lumière les fragilités du texte. Bon, après avoir décortiqué tout ça, qu'est-ce qu'on doit en retenir? C'est là que ça devient brillant. Tout ce que ces critiques reprochent à Chers parents, c'est en réalité l'ADN même de la pièce. C'est la définition absolue du théâtre de boulevard, un genre pensé à 100% pour le divertissement populaire, sans aucune prétention intellectuelle, qui carbure aux intrigues ultra-familières et aux personnages stéréotypés. Les hurlements, l'humour facile, la prévisibilité, ce ne sont pas des erreurs de parcours, ce sont exactement les rouages qui font que la machine marche du tonnerre avec le grand public. C'est assumé, c'est calibré au millimètre, et le succès prouve que ça fonctionne parfaitement. Ce qui nous laisse au final avec une réflexion super intéressante. Est-ce que la vocation du théâtre commercial, c'est vraiment de révolutionner les codes artistiques, ou est-ce que son but ultime, c'est juste d'offrir une belle soupape de décompression à la fin de notre journée ? Répondre exactement aux attentes d'un public avec des ficelles éprouvées, est-ce un défaut impardonnable de l'écriture ou bien la preuve d'un incroyable savoir-faire ? C'est tout le paradoxe fascinant de l'art populaire, une question qui va à coup sûr continuer d'animer les débats bien après que le rideau soit tombé.